pendant que ma fille de 4 ans dormait, ma sœur a manipulé sa pompe à insuline, pour rire, modifiant tous les réglages. Quand ma fille s'est réveillée, tremblante et en sueur, je l'ai précipitée à l'hôpital. Mes parents ont défendu ma sœur en disant « Ce n'est qu'une gamine, elle ne savait pas ce qu'elle faisait ». Papa a ajouté « Arrête de blâmer ta sœur pour tout ». Maman a renchéri « Tu es toujours si mélodramatique avec les questions médicales ». Quand j'ai essayé de leur montrer le rapport de l'hôpital, mon père l'a déchiré. Arrête d'inventer des histoires. Ma sœur a eu un sourire en coin. C'était drôle de la voir paniquer. Maman m'a giflé. Comment oses-tu accuser ta sœur? Mais quand je leur ai montré les images de la caméra de sécurité, leurs visages sont devenus blêmes. La matinée a commencé comme n'importe quel autre samedi. Ma fille, Ivy, s'était endormie sur le canapé vers 19 h, après que nous avons passé l'après-midi au parc. Le diabète de type 1 faisait partie de nos vies depuis ses 2 ans, et à ce stade, nous avions développé des routines qui semblaient presque naturelles. Sa pompe à insuline restait accrochée à la ceinture de son pyjama, une compagne constante qui maintenait sa glycémie stable pendant qu'elle rêvait. Ma sœur, Mallory, est passée à l'improviste vers 20 h. Elle avait 19 ans, vivait toujours chez nos parents, et agissait encore comme si le monde lui devait un divertissement à chaque tournant. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le sac de médicaments d'Ivy pour le lendemain, quand Mallory a erré dans le salon où dormait ma fille. « Eh, c'est quoi ce truc ?» La voix de Mallory a dérivé jusqu'à moi. Je me suis mise dans l'encadrement de la porte, en m'essuyant les mains sur un torchon. C'est la pompe à insuline d'Ivy. N'y touche pas, Mallory a levé les yeux au ciel, de cette manière particulière qu'elle avait perfectionnée depuis le collège. Détends-toi. Je regarde juste. Je suis sérieuse, Mallory. Cet équipement la maintient en vie. Je me suis rapproché, me positionnant entre ma sœur et mon enfant endormi. Bon sang, tu es tellement paranoïaque. Mallory s'est affalée sur le fauteuil en face du canapé. Je ne vais pas casser ton précieux gadget médical. J'aurais dû rester dans cette pièce. Avec le recul, je peux retracer chaque désastre jusqu'au moment où je suis retourné à la cuisine, convaincu que ma sœur adulte possédait un minimum de décence humaine. Au lieu de cela, j'ai fini de ranger les fournitures d'Ivy et j'ai commencé à faire la vaisselle, jetant parfois un coup d'œil par l'embrasure de la porte pour les surveiller toutes les deux. Mallory avait sorti son téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux avec cette expression vitreuse qu'elle arborait toujours quand elle s'ennuyait. Ivy continuait de dormir paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Tout semblait aller bien. Vers 21 h 30, Mallory a annoncé qu'elle partait. Maman veut que je rentre avant 22 h. À plus tard. Je l'ai raccompagnée à la porte, soulagé que la visite se soit passée sans incident. Rentre bien. Elle m'a fait un sourire en coin avant de descendre les marches du perron. Cette même expression qu'elle avait portée tout au long de son enfance, chaque fois qu'elle avait fait quelque chose qu'elle savait qui me contrarierait, mais qui ne pouvait pas encore être prouvé. Mon estomac s'est noué d'inquiétude, mais j'ai chassé cette sensation, la mettant sur le compte d'une anxiété résiduelle due à ces années de bêtises. Ivy s'est réveillée vers 22 h 15, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas du tout, de manière catastrophique. Son visage était devenu pâle, presque gris. La sueur trempait le haut de son pyjama, malgré la température agréable dans notre maison. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait les bras vers moi, et ses yeux peinaient à faire la mise au point. « Maman, je me sens bizarre », a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. Ma formation a pris le dessus instantanément. J'ai attrapé son lecteur de glycémie et testé son taux de sucre. Le chiffre qui est apparu a fait s'arrêter mon cœur. 41 mg par décilitre. Dangereusement bas. Mortellement bas. J'ai vérifié l'écran de sa pompe à insuline, et mon sang s'est glacé. Chaque réglage avait été modifié. Le débit basal avait été augmenté au maximum. Une dose bolus massive avait été programmée pour être délivrée au cours de l'heure écoulée. Quelqu'un avait systématiquement modifié chaque paramètre pour déverser de l'insuline dans le système de ma fille, à des niveaux qui pourraient la tuer. Ivy, bébé, reste avec moi. Je l'ai prise dans mes bras tout en attrapant mon téléphone et mes clés. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli tout laisser tomber. Le trajet jusqu'aux urgences a duré 8 minutes, bien que cela m'ait paru durer des heures. La tête d'Ivy ballottait contre mon épaule, sa respiration était superficielle et rapide. Je continuais à lui parler, la suppliant de répondre,
ma voix se brisant à chaque question restée sans réponse. On est presque arrivé, mon cœur. Garde juste les yeux ouverts pour maman. Tu peux faire ça? Ivy, s'il te plaît, regarde-moi. Le personnel des urgences nous a accueillis à l'entrée. J'avais appelé à l'avance, débitant les informations cruciales tout en brûlant les feux rouges. Ils ont emmené Ivy directement en salle de traumatologie, commençant une perfusion pendant que j'expliquais ce que j'avais découvert sur les réglages de sa pompe et qui avait eu accès à l'appareil. Le médecin traitant a demandé, le visage grave, ma sœur est restée seule avec elle pendant peut-être 15 minutes, mais elle ne ferait pas, je me suis tu, la réalité s'abattant sur moi comme une masse de béton. Mallory avait touché à la pompe d'Ivy. Mallory avait changé ses réglages. Mallory avait failli assassiner ma fille. L'équipe médicale a travaillé avec une efficacité effrayante, administrant du glucose et surveillant les signes vitaux d'Ivy. Ses taux ont commencé à remonter lentement, atrocement lentement. Ils l'ont admise en observation, expliquant que la quantité d'insuline dans son système signifiait que nous faisions face à des heures de gestion minutieuse avant qu'elle ne soit stable. J'ai appelé mes parents depuis la chambre d'hôpital d'Ivy vers minuit. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Ivy est à l'hôpital, ai-je dit sans préambule. Mallory a tripatouillé sa pompe à insuline. Elle a changé tous les réglages pendant qu'Ivy dormait. Le silence s'est étiré au bout du fil. Puis, le ton de ma mère a basculé vers une colère défensive. C'est ridicule. Mallory ne ferait jamais une chose pareille. Maman, j'ai vérifié l'historique de la pompe. Chaque réglage a été modifié vers 21h. Mallory était la seule personne à y avoir accès. Tu tires des conclusions hâtives. Il doit y avoir une autre explication. La voix de mon père s'est jointe à la conversation, maman avait mis le haut-parleur. Elle aurait pu mourir. Ai-je dit, ma voix se brisant. Sa glycémie a chuté à 41. Le médecin a dit que si j'étais arrivé ne serait-ce que 20 minutes plus tard. Arrête d'être aussi mélodramatique avec les questions médicales, m'a interrompu maman. Tu as toujours exagéré ces situations. Tu te souviens quand tu as insisté pour dire que Mallory avait donné des biscuits avec du gluten à Ivy? Ils étaient sans gluten tout du long, et tu lui as hurlé dessus pour rien. C'est complètement différent. Ce n'est pas une erreur alimentaire. Quelqu'un a délibérément changé ses réglages, et Mallory était seule avec elle. Ta sœur n'est qu'une gamine, a dit papa fermement. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine à ces mots. Elle a 19 ans. Ce n'est pas une enfant, et elle savait exactement ce que fait une pompe à insuline. Je lui ai expliqué des dizaines de fois. Arrête de blâmer ta sœur pour tout. La voix de papa s'est élevée. Tu lui en veux depuis sa naissance. Cette vendetta que tu mènes est malsaine. J'ai fermé les yeux, pressant mon front contre le mur frais de l'hôpital. Une vendetta? Papa, ma fille a failli mourir ce soir. Selon toi, a dit maman sèchement. Nous n'avons que ta version des faits, et tu es toujours prompte à pointer Mallory du doigt. L'hôpital a tout documenté. Les réglages de sa pompe, ses taux de glycémie, la chronologie. Je peux vous montrer le rapport médical. Je suis sûr que tu peux produire n'importe quelle paperasse pour soutenir ton récit, a dit papa avec dédain. Nous passerons demain voir Ivy, mais ne t'attends pas à ce que nous participions à la chasse aux sorcières que tu prépares contre ta sœur. Ils ont raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté debout dans le couloir, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant le silence, tandis que ma vision du monde se restructurait autour de cette nouvelle compréhension de l'aveuglement volontaire de mes parents. Ivy a passé 36 heures à l'hôpital. Ses taux se sont stabilisés lentement, nécessitant des ajustements et une surveillance constante. L'endocrinologue pédiatrique a tout documenté méticuleusement, notant la nature suspecte des modifications de la pompe et le timing qui coïncidait avec la visite de Mallory. Avez-vous déposé une plainte à la police? A demandé le docteur Sarah Kendrick le 2e jour, l'expression sérieuse. Pas encore. Je voulais d'abord qu'Ivy soit stable. Je vous recommande de le faire. Ce n'était pas un accident ni un dysfonctionnement. Quelqu'un ayant connaissance du fonctionnement de ces appareils a intentionnellement créé une situation mettant la vie en danger. Elle m'a tendu des copies de toute la documentation médicale. Vous en aurez besoin. Mes parents sont arrivés cet après-midi-là, entrant dans la chambre d'Ivy avec une gaieté forcée et un ours en peluche pour leur petite fille. Mallory traînait derrière eux,
son visage affichant une expression d'inquiétude qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Comment va notre fille » a roucoulé maman, embrassant le front d'Ivy. « Elle récupère » ai-je dit froidement. « Les médecins disent qu'elle a de la chance d'être en vie. » Papa m'a lancé un regard d'avertissement. Ne la bouleversons pas avec des discours dramatiques. Mallory s'est perchée sur le bord d'une chaise, son regard passant d'Ivy à l'équipement médical entourant le lit. C'est effrayant. Heureusement que tu t'en es rendu compte à temps. Son ton était parfait, compatissant, inquiet, innocent. Mais j'avais déjà entendu cette inflexion exacte auparavant, tout au long de notre enfance, chaque fois qu'elle avait fait quelque chose de cruel et qu'elle testait si elle s'était fait prendre. Oui. Eh bien, quelqu'un a changé tous les réglages de sa pompe pendant qu'elle dormait. C'est bizarre comme c'est arrivé juste après que tu aies été seul avec elle. J'ai gardé ma voix stable, observant le visage de Mallory. Tu vas sérieusement recommencer avec ça? La voix de maman est devenue tranchante. On a parlé de ces bêtises hier. Ce ne sont pas des bêtises. C'est un fait médical documenté. J'ai sorti le rapport hospitalier que le docteur Kendrick m'avait donné. Chaque réglage a été modifié dans un créneau de 15 minutes. Voici les horodatages. Papa a arraché les papiers de ma main avant que je puisse les tendre complètement. D'un geste vif, il les a déchirés en 2, puis en 4. Arrête d'inventer des histoires. Cette persécution de ta sœur s'arrête maintenant. J'ai fixé le rapport déchiqueté éparpillé sur le sol de l'hôpital, la bouche ouverte de choc. Tu viens de détruire une documentation médicale devant témoins. La documentation de tes délires, a dit papa froidement. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu essaies de détruire la réputation de Mallory avec des preuves fabriquées. L'expression soigneusement construite de Mallory a glissé juste un instant. Un sourire en coin a traversé son visage, rapide comme l'éclair. C'était drôle de la voir paniquer. Honnêtement, tu aurais dû te voir courir partout comme une folle. La pièce est devenue absolument silencieuse. Une infirmière qui ajustait la poche de perfusion d'Ivy s'est figée en plein mouvement. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé doucement. Mallory a semblé réaliser son erreur. Je voulais juste dire qu'avec le recul, maintenant que tout va bien. C'est assez drôle de voir à quel point tout le monde a paniqué pour quelque chose qui a fini par s'arranger. La glycémie de ma fille était à 41. Elle transpirait, tremblait et ne pouvait pas faire la mise au point avec ses yeux. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Tu déformes mes propos, a protesté Mallory, mais sa voix manquait de conviction. Maman s'est avancée, la main levée. La gifle a atteint ma joue avant que je n'ai pleinement enregistré son mouvement, le claquement résonnant dans la chambre d'hôpital. Comment oses-tu accuser ta sœur? Comment oses-tu essayer de la faire culpabiliser alors qu'elle est venue ici pour te soutenir? Mon visage me brûlait, mais la douleur physique s'enregistrait à peine sous la dévastation émotionnelle. Tu viens de me frapper dans un hôpital. Devant ta petite fille. Tu l'as mérité, a dit maman, la voix tremblante. Quelqu'un doit te remettre les idées en place. Cette mentalité de victime et ce blâme constant de Mallory s'arrête aujourd'hui. L'infirmière s'est dirigée vers la porte. J'appelle la sécurité. Ce ne sera pas nécessaire, a dit papa fermement. Nous partons. Viens, Mallory. Mallory s'est levée, son sourire en coin de retour en force maintenant que maman l'avait physiquement défendue. Rétablis-toi bien, Ivy. Essaie de ne pas laisser ta mère te stresser trop. Ils sont sortis, me laissant debout au milieu de la pièce avec la marque d'une main sur le visage et des papiers déchirés à mes pieds. La petite voix d'Ivy a brisé le silence. Maman, pourquoi mamie t'a frappé? Je me suis assise sur le bord de son lit, la rassemblant soigneusement dans mes bras. Parfois, les adultes font de très mauvais choix, bébé. Mais tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. L'infirmière est revenue avec un agent de sécurité et l'infirmière-chef. Ils avaient été témoins de toute la confrontation, et leur visage reflétait un mélange de sympathie et d'inquiétude professionnelle. Nous avons documenté ce qui s'est passé ici, a dit doucement l'infirmière-chef. L'aveu verbal aussi bien que l'agression physique. Vous devriez déposer une plainte officielle à la police. J'ai déjà des copies de la documentation médicale originale, a ajouté le docteur Kendrick, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Votre père a détruit vos copies, mais ces papiers provenaient du dossier médical officiel de votre fille.
L'information existe toujours. Quelque chose s'est durci en moi à ce moment-là. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses au comportement de Mallory. Elle était jeune. Elle était irréfléchie. Elle ne comprenait pas les conséquences. Mais elle avait 19 ans. Et elle avait délibérément mis en danger la vie d'un enfant. La vie de mon enfant. Et mes parents avaient choisi de la protéger plutôt que de reconnaître ce qu'elle avait fait. Je veux déposer une plainte, ai-je dit clairement. Pour la manipulation de l'équipement médical et pour ce qui vient de se passer dans cette pièce. L'agent de sécurité a hoché la tête. Je vais appeler le central. Des officiers devraient être ici dans l'heure. En attendant la police, je me suis souvenu de quelque chose de crucial. 3 mois plus tôt, j'avais installé une caméra de sécurité dans notre salon. Nous avions eu une peur liée à un cambriolage dans le quartier, et je voulais surveiller la maison pendant que j'étais au travail. La caméra avait une activation par mouvement et une sauvegarde sur le cloud. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais l'application sur mon téléphone. J'ai navigué jusqu'à la date et l'heure de la visite de Mallory, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Les images étaient claires comme de l'eau de roche. Mallory entrant dans le salon à 20h47. Mallory s'approchant de la forme endormie d'Ivy. La main de Mallory tendant vers la pompe à insuline. Des plans rapprochés de ses doigts appuyant sur des boutons, naviguant dans les menus, changeant les réglages. Son visage visible de profil, concentré et délibéré. L'horodatage indiquait 21h03 quand elle a fini et s'est rassise, examinant son travail avec satisfaction. L'incident entier capturé en haute définition avec des métadonnées temporelles qui correspondaient parfaitement au journal interne de la pompe. J'ai téléchargé les images et les ai sauvegardées à 3 endroits différents avant l'arrivée de la police. Les officiers Janet Whitmore et Michael Rodriguez ont pris ma déposition, examiné la documentation médicale fournie par le Dr Kendrick et regardé les images de sécurité sur mon téléphone. C'est une tentative de meurtre, a déclaré l'agent Whitmore sans détour. Ou au minimum, une agression avec intention de causer des lésions corporelles graves. La manipulation de dispositifs médicaux est un crime dans cet état. Ses parents prétendent qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, ai-je expliqué. Qu'elle n'est qu'une gamine qui n'a pas compris. L'agent Rodriguez a pris une note. Elle a 19 ans, elle est légalement majeure, et ces images montrent une intention claire et une compréhension du fonctionnement de l'appareil. Elle savait sur quel bouton appuyer et dans quel menu naviguer. Ce n'était pas un appuyage de bouton au hasard. Ils ont pris des copies de tout, les dossiers médicaux, les images de sécurité, des photographies du rapport hospitalier déchiré, les déclarations des témoins qui avaient vu ma mère me gifler. L'affaire était béton, selon l'agent Whitmore. Ils allaient arrêter Mallory dans les 24 heures. Vous devriez également obtenir une ordonnance restrictive, a-t-elle ajouté. Pour vous et votre fille. Cette personne a montré qu'elle est prête à causer un préjudice grave. J'ai hoché la tête, engourdi, traitant encore la nature surréaliste du dépôt de plainte contre ma propre sœur, regardant des policiers traiter les membres de ma famille comme de dangereux criminels. Ivy est sortie de l'hôpital le lendemain matin avec des instructions strictes pour la gestion de la pompe et les rendez-vous de suivi. J'avais pris des dispositions pour que ma meilleure amie, Natasha, reste avec nous quelques jours, ne voulant pas être seule dans la maison où tout s'était passé. Mes parents ont appelé 6 fois cet après-midi-là. J'ai ignoré chaque appel. La 7e tentative provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu prudemment. Ici Ruth Anderson des services de protection de l'enfance, a dit une voix de femme. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille, Ivy, et des allégations de négligence médicale. Mon sang s'est glacé. Négligence médicale ? Ma fille vient d'être hospitalisée parce que quelqu'un a trafiqué son équipement médical. Oui, nous sommes au courant de la situation. Cependant, nous avons reçu une plainte indiquant que vous n'avez pas sécurisé correctement sa pompe à insuline, que vous l'avez laissée sans surveillance avec un équipement médical mal géré, et que vous portez de fausses accusations contre des membres de la famille pour couvrir votre propre négligence. Qui a déposé ce signalement ? Je n'ai pas la liberté de divulguer cette information, mais je devrais programmer une visite à domicile dans les prochaines 48 heures pour évaluer la situation. Nous avons fixé le rendez-vous pour l'après-midi suivant. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé l'avocat que le Dr Kendrick avait recommandé, un spécialiste du droit de la famille nommé Gordon Reeves, qui avait géré plusieurs cas impliquant de faux signalements aux services sociaux. Tes parents essaient de prendre les devants sur les accusations criminelles,
a expliqué Gordon lors de notre consultation d'urgence. En déposant un signalement aux services sociaux en premier, il tente d'établir un récit où tu es le parent négligent et eux sont des proches inquiets essayant de protéger leur petite fille. Mais j'ai les images de sécurité, la documentation médicale et les rapports de police, c'est exactement pour ça que tout ira bien pour toi. Mais nous devons être proactifs. Je te représenterai lors de la visite des services sociaux. Apporte toute la documentation, toutes les preuves, tout ce qui prouve ce qui s'est réellement passé. La visite des services sociaux a eu lieu le mardi après-midi. Ruth Anderson était une femme à l'air fatiguée, dans la cinquantaine, qui avait clairement vu trop de négligence réelle pour avoir de la patience envers les faux rapports. Elle a passé 5 minutes chez nous avant que son expression ne passe de la neutralité bureaucratique à une colère à peine dissimulée. Votre maison est immaculée. Les fournitures médicales de votre fille sont organisées et correctement stockées. Vous avez un équipement de secours, des protocoles d'urgence affichés sur le réfrigérateur et des informations d'alerte médicale partout où elles devraient être. Elle a pris des notes sur sa tablette. Racontez-moi ce qui s'est passé la nuit de la visite à l'hôpital. J'ai tout expliqué pendant que Gordon était assis à côté de moi, intervenant occasionnellement pour donner le contexte juridique. Ruth a regardé les images de sécurité 2 fois, sa mâchoire se serrant à chaque visionnage. C'est l'un des faux signalements les plus flagrants que j'ai jamais enquêté, a-t-elle dit finalement. Quiconque a déposé cela a gaspillé les ressources du département et a tenté d'utiliser le système de protection de l'enfance comme une arme contre un parent protecteur. Je vais clore ce dossier immédiatement et signaler le rapport comme malveillant. Pouvez-vous nous dire qui l'a déposé, a demandé Gordon. Ruth a hésité, puis a semblé décider que nous méritions de savoir. Barbara et Frank Thornton, listés comme les grands-parents maternels. Mes parents avaient essayé de me faire retirer ma fille pour protéger Mallory des conséquences. Quelque chose de fondamental s'est brisé à ce moment-là. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait une erreur ou agi par loyauté mal avisée. C'étaient des gens qui avaient activement essayé de détruire ma vie et de prendre mon enfant pour protéger Mallory de sa responsabilité pour tentative de meurtre. Merci pour votre professionnalisme, ai-je dit à Ruth, ma voix creuse. Elle a rassemblé ses affaires, puis s'est arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que vos parents aient fait ça. Vous êtes clairement une excellente mère dans une situation impossible. Votre fille a de la chance de vous avoir. Après son départ, Gordon a passé en revue nos options juridiques. Les accusations de tentative de meurtre contre Mallory suivent leur cours. Le procureur a examiné les preuves et considère que c'est l'un des dossiers les plus solides qu'ils aient traités. Avec les images de sécurité, la documentation médicale et son aveu verbal à l'hôpital, ils sont confiants quant à la condamnation. Et mes parents ? Plusieurs options, diffamation pour le faux signalement aux services sociaux, agression pour ce qui s'est passé à l'hôpital. Nous pourrions demander une ordonnance restrictive, ou nous pourrions intenter un procès civil pour détresse émotionnelle, frais médicaux et dommages-intérêts. Tout ça, ai-je dit doucement. Je veux tout ça. Gordon a hoché la tête. Je vais préparer les papiers. Mallory a été arrêtée 3 jours après la sortie d'Ivy. Les images de sécurité avaient été partagées avec le bureau du procureur, et ils ont décidé de ne pas attendre un grand jury. Les charges comprenaient la manipulation criminelle d'équipement médical, l'agression avec intention de causer des lésions corporelles graves et la mise en danger imprudente d'un enfant. Ma mère a appelé depuis le poste de police, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur ? Elle a fait une erreur. C'est juste une enfant. C'est une adulte légale qui a failli tuer ma fille. Et tu sais ce qui est intéressant, maman ? J'ai reçu la notification de son audience de cautionnement. Tu voudras peut-être savoir que le procureur soutient qu'elle présente un risque de fuite et un danger pour autrui. Il recommande le refus de caution. Tu es en train de détruire cette famille, a crié maman. Non, ai-je dit calmement. Mallory a détruit cette famille quand elle a décidé que la vie de ma fille valait moins que son divertissement momentané. Tu as détruit ce qu'il en restait quand tu as choisi de la protéger elle au lieu de ta petite fille. Je m'assure juste qu'il y ait des conséquences. J'ai raccroché et bloqué son numéro. L'audience préliminaire a eu lieu 2 semaines plus tard. J'étais assise dans la salle d'audience avec Gordon à mes côtés, regardant Mallory être amenée, vêtue d'une combinaison orange. Sa caution avait été refusée. Apparemment, le juge avait examiné les images de sécurité et convenu qu'elles représentaient une menace significative. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience,
leur visage marqué par la trahison et la fureur. Ils avaient engagé un avocat pour Mallory, un pénaliste nommé Paul Vickers, qui avait la réputation de faire réduire ou rejeter les charges grâce à des technicités. La procureure, une femme incisive nommée Diana Callahan, a présenté les preuves méthodiquement. Les dossiers médicaux montrant la glycémie dangereusement basse d'Ivy. Le journal interne de la pompe à insuline prouvant que les réglages avaient été délibérément modifiés. Les images de sécurité diffusées sur un écran pour que toute la salle puisse voir. Le visage de Mallory est apparu en haute définition, ses doigts naviguant avec assurance dans le système de menu de la pompe. L'horodatage s'alignait parfaitement avec le journal interne de l'appareil. Il n'y avait pas de place pour l'interprétation ou une explication alternative. Paul Vickers a essayé d'argumenter que Mallory avait été curieuse au sujet de l'appareil et n'avait pas compris les conséquences de ses actes. Diana a détruit cet argument en 3 phrases. L'accusé a 19 ans et côtoie l'équipement médical de sa nièce depuis 2 ans. On lui a explicitement dit plusieurs fois de ne pas toucher à l'appareil. Les images de sécurité la montrent en train de naviguer dans des systèmes de menus complexes avec confiance et précision. Ce n'était pas une curiosité ignorante. C'était une action délibérée avec une pleine connaissance des conséquences potentielles. Le juge, un homme plus âgé nommé Harold Kirkland, a examiné les preuves avec une expression qui devenait progressivement plus sombre. Quand Paul Vickers a terminé ses arguments sur les erreurs de jeunesse et les malentendus familiaux, le juge Kirkland a retiré ses lunettes et s'est penché en avant. « Maître, je siège à ce tribunal depuis 23 ans. J'ai vu de véritables accidents. J'ai vu des crimes passionnels. Et j'ai vu des actes prémédités. Ceci tombe fermement dans la dernière catégorie. » Il a regardé directement Mallory. « Vous n'avez pas heurté l'équipement médical accidentellement. Vous n'avez pas appuyé sur des boutons au hasard par curiosité. Vous avez systématiquement modifié chaque réglage sur un appareil maintenant en vie une enfant de 4 ans. Je renvoie cette affaire en procès et maintiens le statut de non-libération sous caution. L'accusé est maintenu en détention. » Ma mère a commencé à pleurer bruyamment. Mon père s'est levé, me pointant du doigt à travers la salle d'audience. « C'est de ta faute. Tu as toujours été jalouse de Mallory. Tu as toujours voulu qu'elle échoue. Monsieur Thornton, asseyez-vous et contrôlez-vous, ou je vous tiendrai pour outrage à la cour, a dit le juge Kirkland sèchement. Papa s'est assis, mais la haine irradiante de mes 2 parents était palpable. Ils croyaient vraiment que j'étais la méchante dans ce scénario, que j'avais tout orchestré pour blesser Mallory. La réalité qu'il puisse être véritablement aussi délirant était en quelque sorte pire que l'intention malveillante. Les affaires civiles ont avancé simultanément. Gordon a intenté un procès contre mes parents pour diffamation, détresse émotionnelle et les coûts associés à leurs faux rapports aux services sociaux. Il a également poursuivi ma mère pour l'agression à l'hôpital, bien que le procureur ait finalement proposé un accord de plaidoyer incluant une probation et une gestion obligatoire de la colère. Mes parents ont refusé toutes les offres de règlement. Ils ont engagé leur propre avocat et ont contre-attaqué pour aliénation des grands-parents et dommages pour fausses accusations. Leur avocat faisait clairement cela pour les heures facturables, car quiconque ayant du bon sens pouvait voir qu'il n'avait aucun dossier. Le procès pour les charges criminelles de Mallory a commencé 3 mois après l'hospitalisation d'Ivy. L'affaire de l'accusation a pris 2 jours à être présentée. Diana a guidé le jury à travers chaque élément de preuve, les dossiers médicaux, les journaux de la pompe, les images de sécurité, les témoins de l'hôpital qui avaient entendu l'aveu de Mallory. Elle a appelé le docteur Kendrick pour témoigner des implications médicales des changements de la pompe. Les réglages qui ont été programmés auraient entraîné une surdose massive d'insuline. Si la mère de cet enfant était arrivée 30 minutes plus tard à l'hôpital, nous aurions fait face à des lésions cérébrales permanentes au minimum, et très probablement à la mort. Le jury a regardé les images de sécurité 3 fois. Chaque visionnage montrait la même chose, une action délibérée et consciente de la part de quelqu'un qui savait parfaitement ce qu'il faisait. La stratégie de défense de Paul Vickers semblait être de tout jeter contre le mur en espérant que quelque chose collerait. Il a soutenu que Mallory avait essayé d'aider. Il a suggéré que la pompe aurait pu mal fonctionner d'elle-même. Il a laissé entendre que j'aurais pu changer les réglages moi-même pour piéger ma sœur. Diana a démoli chaque argument systématiquement. Si l'accusée essayait d'aider, pourquoi a-t-elle augmenté l'administration d'insuline à des niveaux dangereux au lieu de la diminuer? S'il s'agissait d'un dysfonctionnement, pourquoi le journal interne montre-t-il une navigation manuelle à travers plusieurs écrans de menu? Et si la mère a changé les réglages elle-même,
Comment est-elle apparue à 2 endroits à la fois devant la caméra dans sa cuisine pendant que l'accusé était seul avec l'appareil? Le témoignage le plus accablant est venu d'une amie d'enfance de Mallory nommée Crystal Matthews. Diana l'avait retrouvée grâce à des publications sur les réseaux sociaux, et Crystal avait accepté de témoigner d'une conversation qu'elles avaient eue une semaine avant l'incident. Mallory se plaignait que sa sœur était trop protectrice avec sa fille, a témoigné Crystal, l'air mal à l'aise. Elle a dit que les trucs médicaux n'étaient pas si importants que ça et que sa sœur avait besoin de se détendre. Puis elle a dit quelque chose comme « Peut-être que je devrais tripatouiller ce stupide truc de pompe et lui montrer que rien de grave n'arrive. » Je pensais qu'elle ne faisait que se défouler. Je ne pensais pas qu'elle ferait réellement quelque chose. La défense a tenté d'exclure le témoignage comme étant du oui-dire, mais le juge Kirkland l'a jugé admissible comme preuve de préméditation et d'intention. Mes parents ont assisté à chaque jour de témoignage, leur visage devenant plus dur et plus fermé. Ils n'ont jamais regardé une seule fois vers moi ni reconnu la présence d'Ivy lorsque je l'ai amené au tribunal pour le témoignage sur l'impact sur la victime. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine de Mallory a eu lieu 3 semaines plus tard. Diana a plaidé pour la peine maximale, 15 ans de prison d'État. Paul Vickers a demandé l'approbation et des travaux d'intérêt général, dépeignant Mallory comme une jeune femme qui avait commis une terrible erreur. Le juge Kirkland a écouté les 2 arguments, puis m'a demandé si je voulais faire une déclaration en tant que victime. Je me suis levé, mes notes préparées tremblant dans mes mains. Ma fille avait 4 ans quand ma sœur a décidé que sa vie valait moins qu'une blague. Elle dormait paisiblement, convaincue que les adultes autour d'elle la garderaient en sécurité. Au lieu de cela, ma sœur a transformé son équipement médical vital en une arme. Ma voix s'est affermie alors que je continuais. La récupération physique a pris des semaines. La récupération émotionnelle est toujours en cours. Ivy fait des cauchemars à propos des hôpitaux. Elle est terrifiée à l'idée que des gens touchent sa pompe. Elle me demande constamment si sa tante va revenir et lui faire du mal à nouveau. J'ai regardé directement Mallory pour la première fois depuis le début du procès. Tu as eu un sourire en coin dans cette chambre d'hôpital. Tu as dit que c'était drôle de me voir paniquer. Cela me dit tout sur qui tu es et si tu ressens des remords. Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes seulement de t'être fait prendre. Le juge Kirkland a condamné Mallory à 12 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. C'était une action calculée contre un enfant vulnérable. L'accusé n'a montré aucun remords véritable. Cette peine reflète à la fois la gravité du crime et la nécessité de protéger la société contre quelqu'un prêt à causer un tel préjudice. Ma mère s'est effondrée sur son siège, gémissant. Mon père s'est levé et est sorti sans un mot, le visage taillé dans la pierre. Le procès civil contre mes parents a eu lieu 2 mois plus tard. Gordon a présenté le faux rapport aux services sociaux, la documentation de leur comportement à l'hôpital et le témoignage du personnel médical qui avait été témoin de l'agression de ma mère. Il a appelé Ruth Anderson, qui a témoigné de la nature malveillante de leur signalement et des ressources gaspillées pour enquêter sur de fausses allégations. Des cas comme celui-ci prennent du temps et du personnel au détriment d'enfants en véritable danger, a dit Ruth fermement. Les Thornton savaient que leur signalement était faux. Ils tentaient d'utiliser le système de protection de l'enfance comme une arme pour protéger leur autre fille des poursuites pénales. L'avocat de mes parents a essayé d'argumenter qu'ils avaient agi par souci pour Ivy, qu'ils croyaient sincèrement que j'étais négligente, mais Gordon a produit des relevés téléphoniques montrant qu'ils avaient appelé l'avocat de la défense de Mallory avant de déposer le rapport aux services sociaux, prouvant la coordination et l'intention. Le jury a tranché en ma faveur sur tous les chefs. Le juge a accordé des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, frais médicaux, frais juridiques et dommages punitifs totalisant 340,000 $. Mes parents seraient également responsables de rembourser à l'État les coûts de l'enquête frauduleuse des services sociaux. C'est un abus flagrant des systèmes conçus pour protéger les enfants, a déclaré le juge. Les défendeurs ont donné la priorité à la protection de leur fille adulte contre les conséquences, au détriment de la sécurité et du bien-être de leur petite fille de 4 ans. Ce calcul est non seulement juridiquement erroné, mais moralement répréhensible. Mes parents ont déposé le bilan 3 mois plus tard. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Ivy a eu 5 ans 6 mois après la condamnation de Mallory. Nous avons organisé une petite fête avec Natacha et quelques amis soigneusement sélectionnés, des gens qui nous avaient soutenus à travers tout cela. Aucun membre de la famille n'a été invité ou informé de la célébration. Est-ce que mamie et papy viennent?
a demandé Ivy pendant que nous installions les décorations. Non, ma chérie. Ils ont fait des choix qui signifient qu'ils ne peuvent plus faire partie de notre famille. Parce qu'ils ont été méchants avec toi. Parce qu'ils ont choisi de protéger quelqu'un qui t'a fait du mal au lieu de s'assurer que tu étais en sécurité. Je me suis agenouillé à son niveau. Parfois, les gens qu'on aime font de très mauvais choix, bébé. Mais tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Ivy a réfléchi à cela sérieusement, puis a hoché la tête. D'accord, maman. On peut avoir du gâteau maintenant? Les enfants sont remarquablement résilients lorsqu'on leur donne des explications honnêtes et une sécurité constante. Les cauchemars d'Ivy ont fini par s'estomper. Elle a repris confiance en son équipement médical avec l'aide d'un excellent thérapeute spécialisé dans les traumatismes médicaux pédiatriques. La vie n'est pas revenue à la normale. Elle a avancé vers quelque chose de nouveau et de différent. J'ai changé nos numéros de téléphone et déménagé dans un autre quartier à 3 heures de route. Gordon m'a aidé à déposer des ordonnances restrictives contre les 3 membres de la famille, qui ont été accordées immédiatement étant donné les condamnations pénales et les menaces en cours. Ma mère a essayé de me contacter par email plusieurs fois au cours de la première année. Les messages suivaient un schéma prévisible, colère initiale et blâme, puis tentative de manipulation par la culpabilité, et enfin excuse larmoyante qui ne reconnaissait jamais tout à fait ce qui s'était réellement passé. Elle voulait voir Ivy. Elle prétendait qu'elle avait protégé la mauvaise fille. Elle insistait sur le fait que la famille devrait pardonner et oublier. Je n'ai jamais répondu. Gordon avait conseillé une absence totale de contact, et j'avais appris à la dure que mes parents étaient incapables de véritables responsabilités. Le dernier email est arrivé le jour du 6e anniversaire d'Ivy. Maman écrivait à quel point leur petite fille leur manquait, comment Mallory faisait appel de sa condamnation, comment la famille pourrait guérir si j'arrêtais simplement d'être vindicative et les laisser revenir dans nos vies. Je l'ai transféré à Gordon, qui l'a ajouté à la documentation de l'ordonnance restrictive, puis l'a supprimé sans répondre. L'appel de Mallory a été rejeté. Les preuves avaient été trop complètes, le procès trop équitable, la condamnation trop solide. Elle purgera sa peine complète avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Même alors, les ordonnances restrictives resteront en vigueur indéfiniment. La vie s'est reconstruite lentement. Ivy a commencé le CP dans notre nouvelle ville, se faisant des amis qui ne savaient rien des hôpitaux, des procès ou des familles brisées. J'ai eu une promotion au travail. Natacha a emménagé dans une maison à 2 pâtés de maison. Nous avons créé des routines et des traditions qui n'appartenaient qu'à nous. Parfois, je pense à ce que mes parents doivent dire aux gens sur la raison pour laquelle ils ne voient plus leur petite fille. Je me demande s'ils ont élaboré un récit où ils sont les victimes. Ou je suis la fille cruelle devenue vengeresse pour un rien. Je me demande si Mallory croit ses propres mensonges maintenant. Si elle s'est convaincue que la manipulation était accidentelle ou exagérée. Mais la plupart du temps, je ne pense pas à eux du tout. Ivy a 7 ans maintenant. Elle s'épanouit à l'école, excelle en cours d'art, apprend à jouer du piano. La gestion de son diabète est devenue une seconde nature pour nous deux. Nous avons installé des caméras de sécurité dans toute notre nouvelle maison. Pas parce que nous sommes paranoïaques, mais parce que nous sommes préparés. Maman, pourquoi on a autant de caméras, a demandé Ivy le mois dernier en m'aidant à vérifier les piles. Parce que nous avons appris que certaines personnes ne sont pas qui nous pensions qu'elles étaient. Les caméras nous aident à rester en sécurité et à nous assurer que nous savons toujours ce qui se passe vraiment. Comme quand tante Mallory a dit qu'elle n'avait pas touché ma pompe, mais que la caméra a montré qu'elle l'avait fait. Exactement comme ça. Les preuves comptent plus que les histoires. Elle a considéré cela avec le sérieux qu'elle applique à tout ce qui est important. C'est intelligent, maman. Merci, bébé. Je l'ai appris à la dure, mais je l'ai appris. La semaine dernière, j'ai reçu une notification indiquant que l'audience de libération conditionnelle de Mallory aurait lieu l'année prochaine. Elle aura purgé 8 ans, et la commission des libérations conditionnelles examinera son dossier. Gordon prépare déjà nos déclarations de victimes et la documentation des menaces en cours pour s'assurer que la libération conditionnelle soit refusée. Mes parents témoigneront probablement en sa faveur. Ils prétendront probablement qu'elle s'est réformée, qu'elle a appris sa leçon, que la famille mérite une seconde chance. Ils me dépeindront probablement comme impitoyable et cruel pour m'être opposé à sa libération. La commission des libérations conditionnelles verra aussi les images de sécurité. Ils liront les rapports médicaux.
Ils examineront l'absence totale de remords sincères que Mallory a montré tout au long de son procès. Ils verront qu'elle n'a écrit aucune lettre d'excuse, n'a fait aucune tentative de responsabilisation, n'a accepté aucune responsabilité pour avoir failli tuer un enfant. Les preuves comptent plus que les histoires. Ivy est en sécurité maintenant. Nous construisons une vie où l'équipement médical reste correctement configuré. Où la famille signifie des gens qui protègent plutôt que de mettre en danger, où les conséquences s'appliquent également, indépendamment des liens de parenté ou du favoritisme. Mes parents ont fait leur choix. Mallory a fait le sien. J'ai fait le mien. Et les jours où la culpabilité essaie de s'insinuer, quand une petite voix suggère que j'aurais dû essayer plus fort de me réconcilier ou donner plus de chance, je ressors ces images de sécurité une fois de plus. Je regarde le visage de ma sœur, concentrée et délibérée, alors qu'elle transforme l'équipement vital de ma fille en une arme. Je la regarde se rasseoir et admirer son travail avant de retourner à son téléphone comme si de rien n'était. Puis je ferme la vidéo, j'embrasse le front de ma fille endormie, et je me souviens que la protéger comptera toujours plus que de maintenir des relations avec des gens qui la voient comme un dommage collatéral dans le jeu auquel ils jouent, quel qu'il soit. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui choisit la sécurité plutôt que les sentiments, la vérité plutôt que le confort, et la justice plutôt qu'une fausse paix. Nous sommes mieux sans eux. Ivy est en vie et s'épanouit malgré leur choix, et non grâce à quoi que ce soit qu'ils aient fait pour aider. Notre famille de deux est plus forte que le système toxique auquel nous avons échappé. Et si jamais Mallory est libérée malgré mon opposition, elle découvrira que nous avons construit une forteresse de preuves, de protection juridique et de distance qu'elle ne franchira plus jamais. Certains ponts méritent d'être brûlés. Certaines portes devraient rester verrouillées. Certaines personnes prouvent qu'elles sont indignes du titre de « famille ».